Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision panafricaine pour cet entretien exclusif. Aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Lamoussa Dinko, qui est le président du parti ivoirien, le Renouveau démocratique. Alors, Monsieur Lamoussa, bienvenue sur les antennes d'Afrique Média Télévision. Merci de m'avoir sur votre antenne. Alors, concrètement, pour les Africains qui ne vous connaissent pas et qui ne connaissent pas votre casquette politique, est-ce que vous pouvez vous présenter pour l'ensemble des citoyens africains? Voilà, je m'appelle Lamoussa Djinko, je suis le président du Renouveau démocratique. J'ai passé presque toute ma vie aux États-Unis. Je suis parti de la Côte d'Ivoire à 22 ans et j'ai poursuivi mes études. Je me suis spécialisé en finance, en économie. Et après ma formation universitaire, j'ai travaillé pour MetLife, qui était la plus grande compagnie d'assurance à l'époque, avec 117 milliards de dollars comme capital et 35 000 employés. Par la suite, j'ai glissé dans le domaine bancaire en tant que conseiller en investissement. Et puis, par la suite, je me suis retrouvé dans le domaine automobile, dans les consortiums automobiles Ford, Chrysler et Toyota, et où j'ai exercé la profession de directeur financier. Et en fin de compte, finalement, après 43 ans, 40 ans aux États-Unis tout de même, je suis maintenant entrepreneur dans le domaine de la santé. Je crois qu'avec mon expertise dans ces différents domaines, je voudrais apporter ma contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, comment est-ce que vous... Je reprends. Alors, comment vous est venue l'idée, voilà, de créer un parti politique? On le rappelle encore, votre parti s'appelle le Renouveau démocratique. Comment est-ce que l'idée vous est venue de créer un tel parti en Côte d'Ivoire? Je suis venu en politique par accident. J'avais jamais voulu faire de la politique. Mon pays, la Côte d'Ivoire, a connu une crise en 1999. Nous avons eu un coup d'État militaire. C'était le premier coup d'État militaire en Côte d'Ivoire. Par la suite, nous avons eu une rébellion en 2002. Les acteurs de la rébellion sont venus à Washington pour nous rencontrer, échanger avec nous, pour nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont pris des armes et leurs revendications. Nous avons rencontré Sidiki Konaté, qui est venu de l'Europe, qui est par la suite devenu ministre dans le gouvernement, Monsieur Soro Guillaume lui-même, puis Dakouly Tablé. Alors, l'explication qu'on nous a donnée, c'était qu'il y avait une crise identitaire. Ce qui était vrai, la Côte d'Ivoire a connu une crise identitaire depuis l'avènement d'Houphouët-Boigny, et cette crise continue en réalité. Alors moi, personnellement, je me suis dit qu'il fallait prendre une mise en disponibilité, venir en Côte d'Ivoire et aider. Donc j'ai pris une mise en disponibilité d'un an, j'entre en Côte d'Ivoire et je crée le mouvement AIPDJ, Action ivoirienne pour la paix, la démocratie et la justice. Et je me dis que mon pays avait non seulement pas de démocratie, il n'y avait pas de paix et il y avait une question d'injustice. Malheureusement, 6 mois après nos activités, on nous interpelle. On nous dit que nous ne pouvons pas rentrer dans le domaine politique parce que nous sommes ONG et que les règles de l'ONG disent que nous sommes apolitiques. C'est ainsi que nous avons créé ce parti en 2006 pour nous faire entendre. C'est pas seulement la paix, la démocratie, c'est aussi le modèle économique qui n'a pas marché depuis 65 ans. Donc voilà un peu par rapport à la Côte d'Ivoire. Nous voulons contribuer à ce développement. La Côte d'Ivoire a des difficultés depuis 1960 et ces difficultés continuent à cause des choix que nous avons faits sur le plan de la démocratie et sur le plan de l'orientation politique et économique. Voilà comment le parti a été créé. Mais c'est un peu difficile parce que nous voulons apporter un changement réel dans cette Côte d'Ivoire qui a eu la même orientation politique, pas de démocratie depuis 1960. Donc voilà la lutte que nous menons depuis un certain temps pour pouvoir réorienter la Côte d'Ivoire vers la démocratie et vers un nouveau modèle économique. Attends. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de la forme de ce parti? Comment est-ce que le parti Le Renouveau démocratique se porte aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Apparemment, nous avons essayé depuis un moment de pouvoir... D'ailleurs, la crise de 2010 nous a fait faire un recul. Je suis anti-violent. Je ne crois pas à la violence pour résoudre les problèmes africains. L'Afrique en a connu beaucoup de violences. 147 coups d'État militaires, des guerres civiles. Et depuis 1960, ce
continent est complètement dans des situations de crise interne, de violence, et ça n'a pas résolu le développement. Nous ne sommes pas du tout sur la voie du développement avec ces crises. Je suis anti-violence. Eh bien, bon, c'est un peu difficile parce que nous sommes en train de vouloir changer une mentalité. Il faut une révolution, c'est-à-dire une révolution mentale. L'Afrique doit pouvoir prendre une pause. Ça n'a pas marché depuis 65 ans. C'est dans presque tous les 54 pays africains. Le développement ne vient pas parce que tout simplement, nous avons fait de mauvais choix. Nous avons créé un système de politique. En ce qui nous concerne, cette politique, c'est une question nous avons mis en place, comment dirais-je, créer sans le vouloir des acteurs politiques qui sont toujours intéressés par ce qu'ils peuvent devenir, ce qu'ils peuvent avoir, et c'est des gains personnels. Donc, ce schéma qui est encore là depuis 1960 doit disparaître. Et il faut de nouveaux leaderships pour pouvoir essayer d'apporter ce changement. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pas du tout facile d'apporter le changement. Notre objectif n'est pas de pouvoir enseigner une nouvelle mentalité aux Ivoiriens. Notre objectif, c'est de pouvoir nous dire que si nous accédons à la tête de l'État, voilà le programme de gouvernement que nous allons mettre en place, qui depuis 1960 n'a pas pu mettre en place. C'est le problème africain en général. Nous avons créé une société de privilégiés, et cette société de privilégiés, dans presque tous les pays africains, qui dirige, c'est elle qui contrôle, c'est elle qui organise les élections, et c'est elle qui oriente l'économie, malheureusement, des Africains qui n'a toujours pas de mari. Alors, en tant qu'homme politique et surtout homme de valeur, si on vous demandait à vous, Monsieur Lamoussa, de dresser le bilan du président Alassane Ouattara depuis 2020 à 2025, qu'est-ce que vous direz aux Africains et en particulier aux Ivoiriens? Je prendrai pas 2020-2025. Je prendrai globalement la présence de Monsieur le Président Ouattara sur la scène politique. Il est venu en 90 parce que la Côte d'Ivoire traversait des difficultés économiques et nous a apporté, après 3 ans en tant que Premier ministre, des changements. L'orientation était de privatiser les entreprises parce que l'État de Côte d'Ivoire subventionnait la plupart du temps les entreprises étatiques qui étaient en faillite. C'était une orientation économique normale, c'était un choix normal qu'il a fait. 3 ans plus tard. Après, nous avons eu la crise parce qu'il y a eu un mandat d'arrêt international contre lui en 93. Il a quitté le pays et pendant la crise, après la crise, il est revenu sur la scène politique d'une manière ou d'une autre, puisque dans le gouvernement d'union du président Laurent Gbagbo, il avait la primature, il avait le ministère des Affaires étrangères. Donc, il a géré encore le pays 4 ans plus tard, 4 ans, pardon, avec le président Laurent Gbagbo. Et puis, les élections de 2010 qui se sont mal passées, donc ça fait presque 15 ans ou 16 ans maintenant qu'il est au pouvoir. Donc, grosso modo, nous voyons que le président Ouattara est sur la scène politique depuis près de 22-23 ans. Et le résultat, en ce qui me concerne, il y a eu du progrès. Il y a eu du progrès dans presque tous les domaines. Mais le progrès ne veut pas dire qu'il y a un développement. Parce qu'il faudrait noter ceci. Je prends l'exemple d'un enfant qui a une moyenne insuffisante. J'ai aussi été enseignant. Cet enfant a 3 sur 20. Vous allez chercher un professeur pour améliorer les conditions et de l'enfant pour lui permettre d'avoir de meilleures notes. L'enfant se retrouve après avec 4,50. Il y a un progrès, n'est-ce pas? Exactement. Et vous allez chercher après, parce que ce 4,50, l'enfant va toujours échouer, 4,50 sur 20. Vous allez chercher quelqu'un d'autre qui vient, qui aide l'enfant qui a un bon, c'est-à-dire 6,50 ou 7 sur 20. C'est le cas de M. Ouattara. C'est vrai, l'enfant a 7 sur 20, mais l'enfant a toujours échoué. Parce que l'enfant n'a pas 10, l'enfant n'a pas 15, l'enfant a 7 sur 20. Il y a eu du progrès, certes, mais c'est lent et c'est insuffisant. Le problème, c'est que c'est tous les gouvernements ivoiriens qui se sont succédés, qui n'ont pas pu apporter le développement à la Côte d'Ivoire. De 1960 jusqu'à 1965, nous sommes restés sur le même modèle économique, c'est-à-dire vendre du café et cacao, 2 produits phares qui sont produits en Côte d'Ivoire, qu'on ne consomme pas ni en Côte d'Ivoire ni en Afrique, et qui sont vendus, et les prix sont fixés par la bourse que nous ne contrôlons pas. Vous ne pouvez pas baser une économie sur l'agriculture. 20% de notre PIB est dans l'agriculture. Il n'y a aucun pays développé aujourd'hui qui est agricole. L'Europe, c'est 1,45. Les États-Unis, c'est 0,8. Depuis la révolution industrielle du XVIIIe siècle, tous les pays européens ont essayé d'aller vers l'industrialisation. L'agriculture ne peut pas développer un pays. Et pourtant, nous avons ce slogan en Côte d'Ivoire qui dit le pays repose sur l'agriculture.
c'est un faux slogan. Ça ne peut pas nous permettre de sortir parce que les revenus que nous avons sur le secteur agricole ne nous permettent pas de nous développer. Alors, voilà le problème que nous avons en général et nous pensons qu'il y a eu un échec collectif puisque nous avons, d'une manière ou d'une autre, tous les 5 gouvernements qui se sont succédés ont pratiqué la même politique. Il n'y a pas eu de changement majeur dans l'orientation politique et économique de la Côte d'Ivoire depuis 1960. Alors, pour grosso modo dire que les 5 gouvernements qui se sont succédés ont fait la même chose, il n'y a rien de nouveau en Côte d'Ivoire. Le pays ne va jamais se développer si nous continuons sur cette voie. Il faut un modèle économique nouveau, différent de ce que nous avons. Alors, on le rappelle encore, une décision politique a été prise en Côte d'Ivoire. Il s'agit bien évidemment de la dissolution de la commission électorale indépendante. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision et selon vous, quelle pourrait être l'alternative qui remplacera cette commission? La dissolution de la CEI, nous avons intervenu dans un journal de La Place, nous avons félicité le président de la République. Et c'est un pas, mais c'est pas suffisant. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocratique. Elle ne l'a jamais été. Elle est sur la voie de le devenir. Nous n'avons aucun programme réel de transformer cette société en société démocratique. Je vous donne un exemple. Dans les années 60, le chef de l'État, Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, nous avons eu des élections. Mais c'était un parti unique. La présence d'une élection ne veut pas dire que c'est une démocratie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'opposants. C'était le système à parti unique. Et pour satisfaire les bailleurs de fonds, il y avait tout de même des élections. Et les élections continuent jusqu'à ce présent sous ce gouvernement. Mais les élections ne veulent pas dire qu'elles sont libres, transparentes et ouvertes à tous. La preuve, j'ai moi-même été candidat aux élections présidentielles de 2025. Ma candidature n'a pas été retenue. Nous étions 60 candidats. 17 remplissaient les conditions. Quand je dis remplissaient les conditions, 50 millions de dépôts, il y avait le parrainage, etc., etc. Il faut des réformes. Il nous faut réformer la CEI, et non seulement la CEI, le Conseil constitutionnel aussi est problématique, parce que vous avez là dans le Conseil constitutionnel, le chef de l'État nomme le président du Conseil, avec ses collaborateurs. L'Assemblée nationale aussi nomme les membres. Donc au finish, vous avez un gouvernement qui domine l'Assemblée nationale, donc qui est majoritaire, qui va aussi nommer les membres du Conseil constitutionnel. À la fin du jour, on a un gouvernement vertical, c'est-à-dire dans le Conseil constitutionnel, du président jusqu'aux membres, ils sont tous membres d'un gouvernement. La commission électorale indépendante est nommée par le chef de l'État. C'est pourquoi nous avons eu des difficultés avec cette commission électorale indépendante. Finalement, le chef de l'État vient nous faire comprendre qu'effectivement, l'opposition a eu raison. C'est pour cela qu'on a essayé de mettre fin comme on appelle, service du président de la commission électorale indépendante. Nous avons des difficultés en Côte d'Ivoire. Et les 50 millions qu'on nous demande de déposer en tant que candidat, une démocratie n'est pas faite pour les riches. Elle est faite pour n'importe qui veut vraiment venir et présenter un programme de gouvernement viable. On nous demande de faire le parrainage. Je comprends vraiment pas cette histoire de parrainage parce que nous, on a été éliminés, notre candidature, je veux dire, pour question de doublon dans le parrainage. On nous demande en 2 semaines de faire, comme on appelle une élection, de faire la campagne. La campagne est ouverte pendant 2 semaines. C'est pas possible physiquement de se déplacer dans un pays de 322 000 km² et puis faire une campagne en 2 semaines. C'est pas possible. Nous avons plus de 31 régions. Il y a ça. Entre-temps, nous avons demandé j'ai été directeur national de campagne, puisque ma candidature n'ayant pas été retenue, j'ai été directeur national de campagne de Don Melo. Et malheureusement, j'ai demandé à Don Melo, appelle la commission électorale indépendante pour leur dire qu'on aurait à avoir un débat. Parce qu'un débat national voudrait dire que tous les candidats retenus vont devant la télévision, expliquent à chaque Ivoirien leur programme de gouvernement. Ça a été refusé. La CEI nous a dit c'est pas possible, c'est pas dans leur agenda. L'ACA nous dit c'est pas possible, c'est dans leur agenda. Donc voilà les problèmes que nous avons. Pas d'élection en 2 semaines. Nous avons eu des élections en 2 semaines, c'est pas possible. Et il n'y a pas, d'ouverture de campagne réelle. Pendant ce temps, pendant les 5 ans qui ont précédé, le chef de l'État était presque en campagne sur tout le territoire. On a des problèmes en démocratie. Tant que nous n'avons pas de démocratie réelle, nous allons avoir des difficultés. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est presque toute l'Afrique. Et c'est cette lutte que nous sommes en train de mener. À savoir, Monsieur le Président de la République, est-ce que vous pouvez faire des réformes dans les prochains 5 ans pour que la Côte d'Ivoire soit réellement un pays démocratique? Et sans tenir compte du fait que si vous mettez ce système en place, ces réformes en place, que votre parti gagne ou pas, on va se rappeler que vous avez au moins mis en place un système démocratique. Parce qu'on ne l'est pas, on n'est pas démocratique.
on fait des élections pour satisfaire les bailleurs de fonds, mais dans presque tous les pays africains, c'est verrouillé, les élections. Elles ne sont pas libres, elles ne sont pas transparentes, elles ne sont pas inclusives. Est-ce que votre parti, hein, Monsieur Lamoussa, fait-il toujours partie, excusez-nous de la redondance, de la coalition politique ivoirienne menée par l'ancienne première dame Simone Gbagbo? Il n'y a pas une coalition d'opposition ivoirienne. Nous nous sommes retrouvés dans Cap CI, qui était mise en place par le président, la présidente de IGC, voilà, c'est ça, Madame Simone Gbagbo, pour nous dire qu'on se mette ensemble pour lutter pour qu'il y ait une démocratie réelle en Côte d'Ivoire, la révision de la liste électorale et l'inclusion de ceux qui ont été bannis, tels que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, le président Laurent Gbagbo et autres. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu, le chef de l'État ne nous a pas rencontrés, il n'y a pas eu de RLE, rien ne s'est passé. Mais nous avons été nous sommes membres fondateurs de la CAP, qui était la coalition. Nous étions 15 membres fondateurs. Nous avons démissionné de cette coalition parce qu'il n'y avait pas de démocratie interne. Nous nous sommes dit ceci, notre génération, nous sommes venus pour pouvoir apporter des changements sur le plan des démocraties et du modèle économique. Si nous voulons répéter les mêmes erreurs que nos aînés ont fait, ce continent ne va pas bouger, le continent n'avancera pas. Et dès que nous ressentissons qu'il y a une injustice, un manque de démocratie, une mauvaise orientation économique, nous démissionnons. Nous avons démissionné de cette CAP. Et nous avons une raison beaucoup plus tôt parce que après notre démission, CAP n'existe plus. Donc, il n'y a pas de coalition d'opposition en ce moment en Côte d'Ivoire. Il y a des opposants et des différents partis politiques et puis ça s'arrête là. Toujours dans cette mouvance de la politique de Monsieur Laurent Gbagbo. Alors, que dites-vous des différentes déclarations de l'ancienne première dame qui déclarait, voilà, que Laurent Gbagbo reste et demeure la figure la plus importante de la politique en Côte d'Ivoire? Bon, Laurent Gbagbo, je l'ai connu quand j'étais étudiant. Il y a eu, à cette époque, dans les années 80-82, il était encore, en ce moment, c'était le début de sa lutte. Nous étions des étudiants qui l'avons épaulé. Et quand je dis nous étions étudiants, les étudiants en Europe, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, tout confondu, on avait compris ses idées en tant qu'universitaire et on le supportait. Et je me rappelle très bien qu'il y avait eu une crise universitaire en 82 où il devait avoir comment on appelle, une conférence de presse sur la démocratie dans un parti unique. Et l'université, le président Félix Houphouët-Boigny à l'école avait maté l'université, fermé l'université et suspendu toutes les bourses universitaires. Alors, je me rappelle bien de cette période. Et Laurent Gbagbo, ça fait quand même un moment qu'il est sur la scène politique. Il lutte comme il peut. Ça fait près de 46 ans qu'il est sur la scène politique. Je crois quand même que si son parti dit qu'il est emblématique, il est ceci, ils sont libres de choisir tous les adjectifs pour le qualifier. Il n'y a rien de mal en cela. Seulement est-il qu'il est d'un parti politique de gauche et moi, je suis d'un parti politique centriste. D'ailleurs, la gauche ni la droite n'existent pas en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore vu. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Et comme on n'a pas assez de temps, je ne peux pas faire l'analyse ici. Parce que ce que je peux dire, c'est que Laurent Gbagbo, il y a longtemps qu'il lutte. Et il faut lui tirer le chapeau. Il faut qu'il ait ce droit-là. On peut l'appeler charismatique, on peut l'appeler comme on veut. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui est sur la scène politique depuis un certain temps. Il est en train de lutter pour qu'il y ait des changements. Voilà ce que je peux dire du chef de l'État et de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. Alors, votre parti, le Renouveau démocratique, a pratiquement 20 ans d'existence. Alors, qu'est-ce que vous avez posé comme acte véritable pour les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? En matière d'action politique, je pense quand même qu'il faut être au gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut forcément avoir la présidence, avoir la gouvernance pour mettre des actions gouvernementales pour changer la vie des Ivoiriens. Nous n'avons pas été à la présidence, nous n'avons pas gagné les élections, notre candidature n'a même pas été retenue pour les élections qui se sont passées. Mais ce que je voudrais tout simplement dire, que nous sommes venus parce que la Côte d'Ivoire a une crise en 2005-2006 où nous avons été créés. Nous avons participé au processus de la paix au temps d'alors avec le ministre paix à son âme, Konabani, et nous avons fait beaucoup de propositions. Et ce que je pouvais dire quand même, mon parti a apporté beaucoup de choses parce qu'il y avait en cette époque, en 2009-2010, le président Laurent Gbagbo avait un projet de santé. Le projet, c'était de fournir la carte de santé universelle à tous les Ivoiriens. C'était beau, le projet, mais le problème est que la Côte d'Ivoire n'avait pas les moyens suffisants pour pouvoir essayer de mettre en place ce programme. Et j'ai été contacté personnellement parce que je suis dans le domaine des finances aux États-Unis. Alors, quand j'avais été contacté, ma proposition a été la question que j'ai posée est celle-ci. Si vous donnez des cartes aux Ivoiriens, les cartes de santé,
C'est beau parce qu'il y a une relation assureur-assuré. L'État est l'assureur et les assurés, vous demandez de payer la prime et quand il y a des sinistres, vous devez pouvoir prendre ça en charge. Mais si les malades viennent vers l'État pour dire qu'ils veulent se soigner parce qu'ils ont tel ou tel malade, vous les soignez où? Dans quel hôpital? Avec quel spécialiste? Et quel plateau technique? Voilà la question que j'avais posée d'alors au gouvernement du président Laurent Gbagbo. Il n'y avait pas de solution. Alors j'ai proposé de financer les centres de santé, 30 centres CHU à travers la Côte d'Ivoire en 2009-2010, et à un coût de presque 1800 milliards de francs CFA. Donc j'ai travaillé et j'ai présidé le financement de ce projet. J'ai travaillé avec le gouvernement de Laurent Gbagbo et nous avons pu mobiliser les 1800 milliards de francs CFA. À l'époque, il faisait 3 milliards de dollars. Pour 60, par exemple, pour 30 CHU et les centres hospitaliers à travers la Côte d'Ivoire. Malheureusement, nous n'avons pas pu mettre ce programme en jeu parce que son ministre de l'économie et des finances l'a trahi. Et c'est un long schéma. Si vous voulez me rappeler, si on rentre dans les détails, je ne peux pas tout vous expliquer. Mais j'ai appris une chose. Par la suite, quand il y a eu l'échec avec le gouvernement de Laurent Gbagbo qui était parti en 2010, M. Ouattara, je l'ai approché à Washington quand il est arrivé pour sa tournée. Je lui ai dit que nous avons 1800 milliards qu'on n'a pas pu mettre en pratique, en exécution du projet sous Laurent Gbagbo. Alors, je suis revenu en Côte d'Ivoire travailler avec le gouvernement de M. Ouattara. Et là encore, un de ses ministres encore en interne a tué le projet. Ça vous dit quoi? Qu'en Afrique, nous avons ce problème. Les ministres, est-ce qu'ils travaillent pour l'État? Est-ce qu'ils travaillent pour eux-mêmes? Président de la République, est-ce qu'ils ont le contrôle réel de leur gouvernement? Parce que nous parlons d'une corruption très forte en Côte d'Ivoire et 1400 milliards chaque année de corruption, c'est large. Est-ce que le gouvernement, le président de la République a vraiment le contrôle de ce que ces ministres font? Et donc, par notre expérience avec cette histoire de projet de santé, j'ai beaucoup appris. Ce gouvernement fonctionne d'une façon où il n'est pas là pour effectivement faire progresser les choses pour l'ensemble de la population. Et c'est ce problème interne dont souffrent la plupart des gouvernements africains. Nos leaders politiques, est-ce qu'ils ont vraiment l'envie de sortir le pays pour tout le monde, ou bien c'est un problème régional, ethniciste, centriste, et ou bien d'un parti politique? Ça nous assistons. La conclusion de ce que je vais vous dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, vous avez vu, les partis politiques sont autour des ethnies, autour des groupes des régions. Alors, c'est toute cette mentalité-là qu'il faut changer en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Ce continent ne va pas se développer avec la façon dont nous gouvernons, avec notre style managérial et notre politique économique qui est vraiment dépassée. On dépend de l'exportation pour pouvoir développer un pays. C'est pas possible. Une économie interne d'abord. Une économie, il faut produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit. Si nous n'avons pas ça, nous n'avons pas d'économie. Et c'est pour cela que notre parti politique, nous sommes en train de vouloir essayer d'expliquer ça aux Ivoiriens. Et c'est très difficile parce que c'est une mentalité, c'est un ADN qui est déjà là, qu'il faut changer. Et cette lutte-là, nous allons la mener jusqu'à ce que nous arrivons au bout. Le tout maintenant sur une question d'actualité, notamment celle des pays de l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence les pays de l'AES qui se sont retirés voilà, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette crise qui secoue la sous-région ouest-africaine en ce moment? Voilà, c'est pour cela peut-être que j'aimerais un jour revenir encore sur votre plateau pour échanger sur cette histoire de panafricanisme. Je suis pas panafricanisme politique, je suis panafricaniste économique. Parce que je ne crois pas que la politique, le panafricanisme politique peut avoir lieu sous ma génération. C'est une lutte difficile. 54 pays pauvres, pour la plupart, certains en sont peut-être avancés par rapport à d'autres, et ce sera très difficile de mettre cette Afrique ensemble, de nous permettre de pouvoir avancer. Par contre, la politique panafricanisme économique, j'y suis pour ça. Je pense tout de même que l'Afrique doit pouvoir avoir 4 zones monétaires, pas plus que ça. Créer des marchés internes, les 400 millions d'habitants pour pouvoir compétir contre l'Europe et contre les États-Unis, parce que quand vous avez un marché interne très fort, vous avez une demande interne, vous produisez pour ce marché, vous attirez les investissements un peu partout. On est éparpillé en Afrique, on n'y arrive pas. Donc, revenant à votre question, je dirais que je ne suis pas vraiment pour cette histoire de l'AES se séparer de la CEDEAO, etc. Je crois que ça a été mal géré par nos aînés. Les pays de l'AES ont eu des difficultés. Il y a eu des djihadistes. D'abord, qui finance les djihadistes?
Nous avons deux pays les plus puissants, dans les deux pays les plus puissants au monde en matière militaire, les États-Unis et la France, qui sont restés là pendant des années, qui n'ont pas pu trouver des solutions à ces pays. Mais ils ont pris leurs responsabilités. Et ils ont demandé tout simplement aux États-Unis et à la France de partir. Parce que moi, je pense que si Marseille avait été pris par les djihadistes, en moins de 2 mois, les djihadistes seraient dégagés. Si les djihadistes viennent à partir du Mexique et pénétrer les États-Unis par le Texas, je ne suis même pas sûr qu'ils feront 3 semaines. Mais pourquoi est-ce qu'en Afrique, ils sont là depuis plus de combien d'années, ils n'ont pas pu se débarrasser des djihadistes? Cela se pose la question. Donc, l'avènement et le résultat d'intervention de ces leaders politiques de ces 3 pays, pour moi, c'est justifié. Maintenant, ce qui suit, ce sont les conséquences négatives de ce qui a eu lieu. Les conséquences négatives, c'est quoi? C'est le frein à la liberté d'expression, le fait de dissoudre les partis politiques. Parce que quand vous venez avec la force et la violence, vous êtes obligé de gérer avec la force et la violence. Et c'est à ça que nous assistons, malheureusement. Mais je crois qu'on ne devait pas se séparer d'eux. Au contraire, on devrait essayer de voir comment est-ce qu'on peut les ramener à la balle et comment est-ce qu'on peut résoudre le problème et puis peut-être avoir, par contre, une armée de la CEDEAO pour pouvoir essayer de les aider avec, comment on appelle, les djihadistes. Moi, je suis en train de lutter pour une économie monétaire purement africaine. Je pense quand même que le fait d'être arrimé à l'euro, le fait de voir la garantie de notre monnaie par la France ne nous arrange pas. C'est un mécanisme qui a été mis en place depuis 1945 et nous n'étions même pas indépendants. Nous sommes venus dans l'indépendance qui était des indépendances qui ont été complètement conditionnées. Et puis nous sommes dans cette situation mondiale qui nous gère. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les relations bilatérales avec la France, etc. Même la Chine et la Russie, aucun de ces pays ou de ces institutions ne viendra aider la Côte d'Ivoire, ni l'Afrique. Alors pour moi, le fait de l'AES, de se séparer de la CEDEAO, c'était trop prématuré, ce qui me concerne. Et même la question de leur monnaie, ils vont pas s'en sortir parce que 3 pays limités avec une économie très forte, très faible, je veux dire, la Côte d'Ivoire fait 42% déjà de cette zone monétaire et ce sera très difficile. J'aurais souhaité reconquérir, si vous voulez, l'esprit de ces leaders pour dire qu'on doit rester ensemble, on doit lutter ensemble. L'Afrique a tous les moyens pour réussir. Nous avons des ressources naturelles. Nous avons des ressources humaines aujourd'hui. On a formé des gens en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Nous en avons suffisamment. C'est le leadership qui nous manque. Et je crois que si j'étais président de la République, j'allais tout faire pour convaincre ces leaders de l'AES que nous devons rester ensemble, lutter ensemble. C'est vrai, il y a des petits palabres entre nous, mais ça peut se régler. Et c'est pour cela que je suis panafricaniste et économiste. Je ne suis pas panafricaniste politique. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Et enfin, Monsieur Lamoussa, c'était un plaisir déjà de vous recevoir sur les antennes d'Afrique Média Télévision. Un mot de la fin pour nous et nos chers téléspectateurs à la maison. Voilà, j'ai de l'espoir pour l'Afrique. J'ai passé presque 43 ans de ma vie aux États-Unis. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vu. Et je me suis rendu compte que certains pays n'ont pas de matières premières, de ressources, et qui se sont développés. Le Japon en est un exemple, la Corée du Sud. Nous nous sommes rendus compte aussi que le Vietnam, qui est allé en guerre depuis 1955 jusqu'en 1975, qui a pu mettre fin à sa crise avec les États-Unis, a essayé d'établir une relation diplomatique avec l'Amérique. Dans les années 80, ils ont commencé à avoir des réformes et en moins de 30 ans, ce petit pays, c'est-à-dire le Vietnam, a l'économie du premier pays, son économie est plus grande que l'économie du premier pays de l'Afrique. 490 milliards de dollars. C'est-à-dire plus que l'Afrique du Sud et le Nigeria. C'est extraordinaire. Alors, en ce qui me concerne, nous souffrons tous en Afrique d'un problème. Nous avons, depuis 500 ans, nous avons été dominés par l'Occident. Il faut être réaliste. Ils sont venus, ils ont créé un système de privilégiés, c'est-à-dire depuis le Sénégal, en passant par la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Angola et l'Afrique du Sud, ils ont créé un système de dépendance, c'est-à-dire de privilégiés. Ce sont nos frères, nos rois des pays côtiers qui ont participé à l'esclavage pendant près de 300 ans. Et c'est ce même mécanisme de division des privilégiés qui existe jusqu'au temps moderne où nous en sommes. Nos gouvernements se ressemblent, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, partout, nos gouvernements se ressemblent. Il y a des privilégiés qui gouvernent. Ce sont eux qui prennent des décisions. Et à partir du moment où vous êtes pauvre, vous rentrez dans une situation de gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui crée beaucoup d'emplois dans ces pays, et c'est fini. On veut se maintenir là. On veut rester là. Et pour rester là, il faut changer les lois. Il faut changer tout.
ce qui peut vous permettre de rester là pendant très longtemps. Alors on a des gouvernements où des chefs d'État restent là pendant 40 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, on change des constitutions et puis on est là en permanence. Je crois que l'Afrique doit doit mettre fin à tout cela. Et c'est cette lutte que je suis en train de mener. Il faudrait que les Africains qu'on s'entende que nous avons échoué collectivement. Nous n'allons pas nous développer avec le modèle que nous avons. On ne construit pas une nation si on n'a pas le contrôle de notre monnaie. On ne construit pas une nation si nous orientons sur l'exportation de nos matières premières. On ne construit pas une nation si nous voulons rester seulement agricole alors qu'on ne contrôle pas les prix de nos produits. Voilà un peu la lutte que nous sommes en train de mener et il n'y a pas d'autre chose. On n'est pas des royaumes pour la plupart du temps en Afrique. Nous sommes des pays, il faut construire l'alternance, il faut construire la démocratie. C'est un appel que je lance à tous les Africains de la diaspora et surtout dans mon pays. C'est cette lutte que je mène. Il faudrait qu'on comprenne. L'Afrique, la Côte d'Ivoire ne peut se développer que lorsque nous avons compris tous ces éléments dont je viens de mentionner. À partir du moment où nous avons une démocratie, nous reprenons le contrôle de notre monnaie parce que nous avons une politique pure et simple qui ne marche pas. L'économie de la Côte d'Ivoire est seulement fiscale. Nous ne contrôlons pas l'économie monétaire. Or, il faut les deux dans une économie. C'est-à-dire la fiscalité est faite de telle enseigne que l'État vend du café cacao, l'État n'a pas les moyens, l'État est obligé de se tourner vers la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. L'État doit rembourser ses fonds. Pour rembourser, qu'est-ce que l'État fait? L'État fait élever les fiscalités. Et c'est pour cela que nous avons eu la vie chère depuis tous les gouvernements. Houphouët-Boigny, Bédié, Guèye, Laurent Gbagbo et M. Ouattara maintenant. C'est pas possible. Je dis bien, je pèse mes mots, on ne va jamais développer ce pays si nous continuons sur cette voie. Il n'y a aucun économiste au monde. Il n'y a aucun docteur en économie au monde. Il n'y aura aucun prix Nobel d'économie qui va vous dire que la Côte d'Ivoire va se développer en regardant la loupe le modèle que nous avons. C'est du mirage, ça ne va pas du tout avoir lieu. Il y aura des petits progrès, certes. On va tout juste s'endetter pour faire un petit peu ce que nous pouvons faire. Et à partir du moment où nous sommes très endettés, vous connaissez, la Banque mondiale revient sur les mesures d'austérité et vous dit deux choses. Arrêtez de vous endetter. Voilà les mesures qu'il faut prendre, diminuer vos dépenses. Quand on demande à l'État de diminuer ses dépenses, c'est d'abord les routes, l'école, et les routes, les dispensaires et le système éducatif. Ça a toujours été comme ça depuis. C'est un cercle vicieux. Ça ne marchera pas. Il faudrait qu'on se réveille et c'est cet appel que je lance à tous les Africains et dans tous les pays du monde. Il faut qu'on se réveille. L'Afrique a ce potentiel de se développer. C'est une question d'orientation politique et c'est une question de réveil de conscience. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au renouveau démocratique en Côte d'Ivoire ici pour réveiller cette conscience. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions ici et sur les antennes de la télévision panafricaine, M. Lamoussa. Merci bien de m'avoir sur vos antennes. On était en direct avec M. Lamoussa Dinko, qui est le président du parti ivoirien, le Renouveau démocratique. C'est ici que nous allons mettre un terme à cet entretien exclusif. Restez scotchés sur les antennes d'Afrique Média Télévision pour la suite des programmes. Bonsoir.